Avez-vous déjà imaginé être exclu du moment le plus important de la vie de la personne pour qui vous avez consacré votre propre vie? Cette question résonnait dans mon esprit alors que je fixais l'écran de mon ordinateur en ce matin d'hiver parisien. Mes doigts tremblants, marqués par le temps et le travail acharné, touchaient le moniteur comme s'il pouvait changer les mots qui brillaient devant moi. L'email était arrivé à 7h43 du matin. Une heure étrange trop tôt pour être désinvolte, trop tard pour avoir été envoyé la veille. Comme si ma fille s'était réveillée en y pensant, mais avait eu besoin de quelques heures pour rassembler son courage. « Chère maman », commençait le texte, avec une formalité que nous n'utilisions jamais. En raison des restrictions d'espace dans le lieu que nous avons choisi et de la nature exclusive de l'événement, Jean-Philippe et moi souhaiterions que tu suives notre mariage via la diffusion en direct. Le lien est joint ci-dessous. Affectueusement, Laure. Affectueusement. Les mots semblaient être une gifle. Moi, Marie Dupont, 65 ans, infirmière à la retraite, je venais de transférer 20 000 € de mes économies de toute une vie sur le compte de ma fille Laure. De l'argent que j'avais économisé euro par euro durant des décennies de garde double dans les hôpitaux de Paris. Et maintenant, elle m'envoyait un lien pour assister à son mariage comme si j'étais une connaissance lointaine, une collègue de travail qui n'avait pas trouvé sa place sur la liste finale. J'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement dans le Marais, le quartier historique où j'ai élevé Laure seule. Dehors, Paris poursuivait sa routine. Les boulangeries ouvraient leurs portes, l'arôme du pain frais envahissait les rues étroites, les touristes commençaient leurs explorations matinales. Le monde continuait, indifférent au fait que le mien venait de s'effondrer. Je me suis levé lentement de ma chaise, mes articulations protestant résultat de décennies à porter des patients, à courir dans les couloirs d'hôpital, à dormir sur des chaises inconfortables pour économiser sur le billet de bus et garantir que Laure est le meilleur. J'ai marché jusqu'à la bibliothèque où je gardais nos photographies. Laure a 5 ans, quand son père nous a abandonnés, promettant de revenir et ne donnant plus jamais de nouvelles. Ses yeux effrayés, accrochés à mon tablier, demandant si c'était de sa faute si papa était parti. Laure a 12 ans, recevant le prix de meilleur élève de la classe, me regardant dans l'assistance avec un mélange de fierté et de gratitude. Laure a 18 ans, acceptée à la Sorbonne, sautant dans mes bras, promettant qu'un jour elle me donnerait une vie meilleure. Et puis Laure a 27 ans, quand elle a commencé à travailler dans le prestigieux magazine de mode Éclat, où elle a rencontré Jean-Philippe Mercier, héritier de l'une des plus grandes fortunes industrielles de France. C'est à partir de là que j'ai commencé à la perdre. D'abord, ce furent les visites qui devinrent plus rares. Puis les appels téléphoniques qui passèrent d'heure à minute. Les messages qui prenaient des jours à être répondus. Les déjeuners du dimanche qui ont été annulés 1, 2, 10 fois. Je suis occupée, maman. La vie ici est différente. Tu ne comprendrais pas. Et je ne comprenais vraiment pas. Je ne comprenais pas comment la petite fille qui pleurait dans mes bras quand elle était malade pouvait maintenant me traiter comme un inconvénient. Comment la jeune femme qui me présentait fièrement à ses professeurs semblait maintenant gênée quand nous nous rencontrions en public. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Isabelle, mon amie depuis 40 ans, la seule personne qui était restée à mes côtés depuis que j'avais commencé à travailler à l'hôpital Saint-Louis. Alors, Marie? Tu as déjà décidé quelle robe tu vas porter pour le grand jour? Je pensais qu'on pourrait aller faire du shopping ensemble, peut-être trouver quelque chose de bleu qui irait avec tes yeux. Ma gorge s'est asséchée. Je n'aurai pas besoin de robe, Isabelle. Comment ça? Le mariage n'est pas dans 3 semaines? Je n'ai pas été invitée. Les mots sont sortis comme des pierres de ma bouche. Je vais regarder par Internet. Laure m'a envoyé un lien. Le silence à l'autre bout de la ligne était si intense que j'ai cru un moment que la communication avait été coupée. Marie, ça ne peut pas être vrai. Tu es sa mère. Il semble que ce ne soit pas aussi important que les amis influents du fiancé ou les collègues du magazine. J'ai essayé de paraître indifférente, mais ma voix affaiblit sur le dernier mot. C'est inadmissible. Tu dois la confronter, exiger le respect. J'ai soupiré,
sentant le poids de décennies de sacrifices sur mes épaules. Et si elle dit simplement non? Et si je perds le peu qu'il me reste d'elle? Marie, tu l'as déjà perdue si elle te traite comme ça. Les mots d'Isabelle ont résonné dans mon esprit tout au long de la journée. J'ai essayé d'appeler Laure 3 fois, mais je n'ai eu que la messagerie vocale. J'ai envoyé des messages qui ont été vus, mais pas répondus. Le rejet silencieux faisait plus mal que n'importe quelle réponse cinglante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retournée dans le lit que j'avais acheté d'occasion pour pouvoir payer les cours de piano de Laure. Le même piano qui maintenant prenait la poussière dans le coin du salon, intouché depuis des années. À 3 heures du matin, je me suis levée et suis allée dans ma petite cuisine. J'ai préparé une tisane à la camomille, rituel que je faisais toujours quand Laure avait des cauchemars. Pendant que l'eau bouillait, mon regard s'est posé sur l'aimant de réfrigérateur qu'elle m'avait offert avec son premier salaire, une petite tour Eiffel avec les mots « Pour la meilleure maman de Paris ». C'est alors que j'ai remarqué quelque chose que j'avais ignoré dans l'email. Le pied de page contenait des informations sur la société responsable de la diffusion, Event Live Paris, spécialiste des diffusions d'événements de luxe. Il y avait une adresse dans le 8e arrondissement. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée folle, risquée, potentiellement destructrice. Mais quand vous êtes une mère de 65 ans qui vient d'être exclue du mariage de sa fille, vous découvrez que vous avez moins à perdre que vous ne l'imaginez. Le lendemain, après une nuit pratiquement sans sommeil, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie de travail discipliné. J'ai appelé le centre communautaire où je donnais des cours de premiers secours 2 fois par semaine et j'ai dit que j'étais malade. À la place, j'ai mis ma meilleure tenue, un ensemble bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales, et j'ai pris le métro jusqu'à l'adresse d'Event Live Paris. C'était un bâtiment élégant avec une façade en verre réfléchissant, le genre d'endroit où je me serais normalement senti déplacé. Mais ce jour-là, il y avait une détermination dans mes pas qui m'a surprise moi-même. À la réception, une jeune femme au rouge à lèvres écarlates et aux cheveux parfaitement coiffés m'a regardé avec une indifférence polie. « En quoi puis-je vous aider, madame ? J'aimerais parler au responsable des diffusions de mariage. Avez-vous rendez-vous ? Non, mais dites-lui que c'est à propos du mariage Mercier-Dupont. » Le nom Mercier a fait son effet. Quelques minutes plus tard, j'ai été conduite dans une salle où un homme d'âge moyen en costume impeccable m'a accueilli avec un sourire commercial. « Madame Dupont, je présume ? Je suis Philippe Leroux, directeur des événements spéciaux. En quoi puis-je vous être utile ? » Je me suis assise sur la chaise en cuir devant lui, mon cœur battant fort, mais ma voix étonnamment ferme. « Je suis la mère de la mariée, Marie Dupont. »« Ah, oui. On nous a informé que vous suivriez la cérémonie à distance. »« Non, monsieur Leroux. Je suis ici pour vous informer qu'il y a eu un changement de plan. » Il a haussé les sourcils, légèrement confus. « Un changement ? Je n'ai reçu aucune communication des organisateurs. » Je me suis penchée en avant, soutenant son regard. « C'est parce qu'ils ne le savent pas encore. Mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très important. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte derrière moi s'est ouverte. Une voix familière a rempli la pièce. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je me suis tournée lentement. Laure se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un élégant ensemble Chanel, son expression oscillant entre surprise et embarras. À ses côtés, un homme grand et bien habillé que j'ai reconnu sur les photos comme étant Jean-Philippe. « Je suis venu vérifier comment fonctionne ce système de diffusion, ai-je répondu calmement. Puisque c'est comme ça que je verrai ma fille unique se marier. » Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Jean-Philippe a eu la décence de paraître mal à l'aise. Laure a pâli, puis rougi. « Pouvons-nous parler en privé, maman ?» Je l'ai suivie dans une salle adjacente, un espace de réunion minimaliste avec vue sur la tour Eiffel au loin. Dès que la porte s'est fermée, elle s'est tournée vers moi, sa voix un mélange d'irritation et d'embarras. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est totalement inapproprié. » « Inapproprié ?
Ce qui est inapproprié, Laure, c'est d'exclure ta mère de ton mariage et puis de me trouver en train d'essayer de parler avec la société de diffusion. Elle a passé sa main dans ses cheveux parfaitement coiffés, un geste que je reconnaissais de l'époque où elle était adolescente et savait qu'elle avait tort, mais ne voulait pas l'admettre. Maman, je t'ai déjà expliqué la situation. L'espace est limité, nous avons beaucoup d'invités importants. Plus importants que la personne qui t'a donné la vie? Qui a travaillé à 2 emplois pour payer ton éducation? Qui vient de te donner 20 000 € pour ce mariage? Ses traits se sont durcis. Tu vas toujours me jeter ça à la figure, n'est-ce pas? Combien tu t'es sacrifié pour moi? Il ne s'agit pas de sacrifice, Laure. Il s'agit de respect. Basique, simple respect. Elle a détourné le regard, le fixant sur la vue de la ville. Les parents de Jean-Philippe amènent des personnes très influentes. Des ministres, des célébrités, des gens qui peuvent propulser nos carrières. Comprends, maman, ce n'est pas seulement un mariage, c'est une opportunité sociale. Et moi, je suis quoi dans cette équation? Un embarras? L'infirmière à la retraite qui ne sait pas quelle fourchette utiliser au dîner? Son expression m'a donné la réponse que je redoutais. Ça faisait plus mal que n'importe quel mot aurait pu le faire. Je pensais t'avoir mieux élevé que ça, Laure. Elle a croisé les bras, adoptant une posture défensive. Tu ne comprends pas comment fonctionne ce monde. Non, peut-être que je ne comprends pas. Mais je comprends la loyauté, la gratitude, la décence. Des choses qui apparemment n'ont pas d'importance dans ton nouveau cercle social. Jean-Philippe est entré dans la pièce à ce moment-là, son regard alternant entre nous deux. Tout va bien ici? Laure a forcé un sourire. Oui, chérie. Maman s'apprêtait à partir. J'ai regardé ma fille pendant un long moment. Je voulais dire tant de choses. Je voulais lui rappeler quand elle était malade et que je passais des nuits sans dormir à côté de son lit. Des fois où j'ai sauté des repas pour qu'elle puisse avoir de nouvelles fournitures scolaires. Des larmes que j'ai essuyées, des rêves que j'ai encouragés, de l'amour inconditionnel que je lui ai consacré pendant 29 ans. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, oui, je m'en vais. Mais cette conversation n'est pas terminée, Laure. Je suis sortie du bâtiment le cœur lourd, mais avec une détermination renouvelée. Sur le chemin du métro, je suis passée devant un café où j'avais l'habitude d'emmener Laure le dimanche quand elle était petite. Je suis entrée, j'ai commandé un expresso, tout en observant les Parisiens pressés passer devant la fenêtre, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et cherché un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Le nom sur l'écran m'a rappelé des souvenirs d'une époque plus simple, André Moreau. Il avait été mon patient il y a presque une décennie, quand il avait subi un grave accident de voiture. J'avais passé 3 semaines à m'occuper de lui aux soins intensifs, bien au-delà de mes obligations professionnelles. À l'époque, il n'était qu'un producteur de télévision en pleine ascension. Maintenant, il était le directeur de la plus grande chaîne de France. Il m'a toujours dit que je pourrais lui rendre l'appareil un jour, ai-je murmuré pour moi-même en appuyant sur le bouton d'appel. Eh bien, André, ce jour est arrivé. Quand il a répondu et reconnu ma voix, j'ai ressenti une vague de soulagement. Quand je lui ai expliqué ma situation et ce dont j'avais besoin, son enthousiasme m'a surprise. Marie, ce n'est pas seulement un service, c'est l'histoire de l'année. Une mère exclue du mariage de sa fille, transformant la situation avec une intervention télévisée? Paris va adorer. Je ne veux pas humilier ma fille, André. Je veux juste qu'elle comprenne. Et elle comprendra, Marie. Toute la France comprendra. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis à ma porte. C'était une boîte élégante avec le logo du magasin d'électronique le plus cher de Paris. À l'intérieur, une tablette dernier cri avec une carte, pour que tu puisses regarder avec qualité. Laure et Jean-Philippe. J'ai posé la tablette sur la table de la cuisine sans la sortir de sa boîte. Elle ne serait pas nécessaire. Le plan était déjà en mouvement. Dans 3 semaines, le jour du mariage, je ne serais pas en train de regarder, je participerais, d'une manière que personne n'oublierait jamais.
J'ai regardé une fois de plus la photo de leur enfant sur mon étagère. Ses yeux innocents, son sourire confiant. Quelque part entre cette petite fille et la femme que j'avais rencontrée aujourd'hui, quelque chose s'était perdu. Mais j'étais déterminée à le retrouver, même si pour cela je devais ébranler les fondations du monde qu'elle s'était construit. « Prépare-toi, Paris » ai-je murmuré à la photographie. Cette vieille mère a encore une leçon à enseigner. Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'être mise de côté par votre propre fille le jour le plus important de sa vie? Pouvez-vous ressentir la douleur d'une mère qui a tout sacrifié, seulement pour recevoir un lien internet en récompense? Dans le prochain chapitre, vous verrez comment j'ai transformé ma douleur en un plan qui ébranlerait la haute société parisienne. Que se passe-t-il quand une simple infirmière à la retraite décide d'affronter le monde des riches et célèbres avec rien d'autre que la vérité comme arme? Continuez à regarder pour être témoin de comment j'ai préparé, étape par étape, l'intervention qui ferait retenir son souffle à tout Paris. Ne manquez pas le moment où j'ai décidé que parfois, l'amour d'une mère doit être douloureusement honnête. 3 semaines avant le mariage. 21 jours pour transformer ma douleur en quelque chose qui pourrait éveiller non seulement la conscience de ma fille, mais aussi celle d'une société entière qui semblait avoir oublié le sens du mot « famille ». L'appartement qui me paraissait auparavant un refuge tranquille s'était transformé en un centre d'opération. Sur le mur du salon, j'avais collé un grand calendrier où j'avais marqué chaque étape de mon plan. Sur la table de la cuisine, j'avais étalé des notes, des scénarios et des listes. Dans un coin, la tablette que Laure m'avait envoyée restait intacte dans sa boîte, comme un rappel silencieux de l'enjeu. Le lendemain matin de ma rencontre avec André Moreau, j'ai reçu la visite de Camille Joubert, la journaliste qu'il avait désignée pour mon histoire. Une jeune femme, peut-être dans la trentaine, avec des yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà des apparences. « Madame Dupont » m'a-t-elle salué avec une poignée de main ferme, « votre histoire a profondément touché le cœur de tous à la rédaction. André est rarement aussi enthousiaste pour un projet. » Je lui ai offert un café et nous nous sommes assises à la table de la cuisine, cette même table où Laure faisait ses devoirs, où nous avions célébré ses anniversaires, où nous avions planifié ses rêves. Je tiens à préciser une chose dès le départ, mademoiselle Joubert. Je ne fais pas cela par vengeance ou pour humilier ma fille. Je le fais parce que je crois qu'elle perd quelque chose de précieux dans sa quête de statut social. Camille a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et qu'est-ce que c'est, Madame Dupont? L'authenticité. La gratitude. La compréhension que les liens familiaux sont plus précieux que n'importe quelle liste d'invités VIP. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Quand nous élevons nos enfants, nous n'attendons pas de paiement ou de gratitude éternelle. Mais nous attendons, au minimum, du respect. Elle a pris des notes pendant que je parlais, acquiesçant occasionnellement. Et comment imaginez-vous exactement cette intervention? Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait sous une fine bruine, typique de la fin de l'hiver. Les toits de zinc brillaient sous la lumière pâle, les cheminées dégageaient une fumée qui se dissolvait dans l'air gris. Le mariage sera diffusé en direct par Event Live Paris, une entreprise spécialisée dans les événements de luxe. André a déjà confirmé que nous pouvons intercepter le signal. Au moment exact où le prêtre demandera si quelqu'un s'oppose à l'union, vous couperez vers moi, en direct, directement du studio de TV Paris. Et que direz-vous à ce moment-là, madame? Je me suis retournée pour la regarder. La vérité. Simplement la vérité. Dans les jours qui ont suivi, mon petit appartement a vu défiler un cortège de personnes entrant et sortant. Des producteurs discutant du timing parfait. Des techniciens vérifiant l'éclairage idéal. Des maquilleurs testant le look que je porterais ce jour-là. C'était comme si moi, Marie Dupont, infirmière retraitée de 65 ans, j'étais soudainement devenue le centre d'une production cinématographique. Pendant ce temps, je continuais à recevoir des messages sporadiques de Laure, des détails sur la décoration, le menu, les invités illustres qui seraient présents. Dans chaque message, elle semblait plus distante, comme si elle écrivait à une connaissance lointaine et non à la femme qui avait tenu sa main lors de ses premiers pas.
10 jours avant le mariage, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était Jean-Philippe, le fiancé que je connaissais à peine. Madame Dupont? J'espère ne pas vous déranger. Sa voix était polie, avec cet accent particulier de ceux qui ont fréquenté les meilleures écoles de France. Instinctivement, j'ai redressé ma posture, comme s'il pouvait me voir à travers le téléphone. Pas du tout, Jean-Philippe. En quoi puis-je vous aider? Il y a eu une petite hésitation avant qu'il ne continue. J'ai réfléchi à la situation. Je voudrais que vous sachiez que ce n'était pas mon intention de vous exclure d'un moment si important. Mais c'est pourtant ce qui se passe, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Les circonstances sont compliquées. Mes parents ont des attentes très spécifiques concernant cet événement. Des personnes très influentes seront présentes, des personnes qui peuvent déterminer l'avenir de nos carrières. Je comprends. Et une infirmière retraitée ne cadre pas avec ce tableau. Un autre silence, plus long cette fois. Ce n'est pas si simple. En fait, Jean-Philippe, c'est exactement aussi simple que cela. Vous et Laure avez choisi d'impressionner des étrangers plutôt que d'honorer la famille. C'est la définition même de la simplicité. Il a soupiré, et pendant un moment, il a semblé plus jeune, moins sûr de lui. Puis-je vous demander quelque chose, Madame Dupont? Si vous étiez à la place de Laure, que feriez-vous? La question m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, j'ai envisagé de mentir, de dire quelque chose de diplomatique. Mais l'heure de la diplomatie était passée. Je dirais à mes futurs beaux-parents que soit ma mère est présente, assise au premier rang, soit il n'y aura pas de mariage. Et s'ils ne pouvaient pas accepter cela, je me demanderais dans quel type de famille je m'apprêtais à entrer. Même si cela signifiait perdre des opportunités importantes? Des connexions précieuses? Surtout dans ce cas. Parce que toute opportunité construite sur l'exclusion de ceux qu'on aime ne vaut pas la peine. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Finalement, sa voix est revenue, plus formelle. Je vous remercie pour votre franchise, Madame Dupont. J'espère que, indépendamment des circonstances, nous pourrons maintenir une relation cordiale à l'avenir. Cela dépendra entièrement des choix que vous ferez maintenant, Jean-Philippe. Après avoir raccroché, j'ai regardé le téléphone pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation, un doute qui m'a donné un petit espoir. Mais pas assez pour abandonner mon plan. La semaine suivante, la préparation s'est intensifiée. André a insisté pour que je travaille avec un coach en communication pour peaufiner mon discours. 3 minutes, Marie. C'est tout ce que nous aurons avant que les avocats d'Evan Live n'interviennent. 3 minutes pour toucher le cœur de la France. Nous avons répété des dizaines de fois. Chaque mot, chaque intonation, chaque pause a été soigneusement calibrée pour un impact émotionnel maximal sans paraître manipulateur ou mélodramatique. Je ne voulais pas être perçue comme une mère vindicative, mais comme une femme qui se battait pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. 5 jours avant le mariage, j'ai reçu un autre appel de Laure. Maman, j'envoie un chauffeur te chercher le jour J. Il t'emmènera dans un hôtel 5 étoiles où nous avons aménagé une salle privée pour que tu puisses assister à la cérémonie tout confort. Mon cœur s'est serré. Une partie de moi voulait abandonner tout le plan à ce moment-là, accepter ce prix de consolation réconfortant, éviter la confrontation imminente. Ce serait certainement plus facile. Moins douloureux pour toutes les personnes impliquées. Mais alors je me suis souvenu de l'enveloppe avec le lien, de la facilité avec laquelle j'avais été écartée, de comment elle n'avait même pas eu le courage de me le dire en personne. Merci, ma chérie. Ce sera merveilleux. Le chauffeur arrivera à 13h. La cérémonie commence à 14h30. Je serai prête. Après avoir raccroché, j'ai regardé Camille, qui révisait le scénario du jour sur mon canapé. Êtes-vous sûre de cela, Marie? Nous pouvons encore tout annuler. Je me suis dirigée vers l'étagère et j'ai pris une vieille photographie. Laure a 7 ans, déguisée en infirmière pour le carnaval de l'école. Elle avait insisté pour s'habiller comme moi, son héroïne.
Ses yeux brillaient d'admiration et d'amour inconditionnel. J'en suis sûre. Parfois, il faut briser quelque chose pour le réparer correctement. La veille du mariage, je n'ai pas pu dormir. Assise dans la cuisine à 3 heures du matin, j'ai bu un thé en regardant de vieux albums photos. Chaque image était un coup de poignard au cœur. Laure soufflant les bougies d'anniversaire. Laure avec son diplôme du lycée. Laure à son premier jour à la Sorbonne, rayonnante de fierté et d'espoir. Quand le soleil a commencé à se lever sur les toits de Paris, j'étais déjà éveillée depuis des heures, me préparant non seulement pour la journée à venir, mais pour toutes les conséquences qu'elle pourrait entraîner. J'ai pris mon téléphone et envoyé un dernier message à Laure. Quoi qu'il arrive demain, sache que je t'ai toujours aimé et que je t'aimerai toujours. Ta mère. Puis, j'ai mis le téléphone en mode silencieux et me suis préparée pour le rôle le plus important de ma vie. La nuit est tombée sur Paris, ma dernière nuit d'anonymat. Demain, pour le meilleur ou pour le pire, mon nom et mon visage seraient sur tous les écrans, dans toutes les conversations. L'infirmière retraitée qui avait osé défier le monde des privilèges et des apparences. Alors que je me couchais, j'ai regardé une dernière fois la photographie de leur enfant que je gardais sur ma table de chevet. Ses yeux innocents semblaient me demander si je savais ce que je faisais. Oui, ma fille, ai-je chuchoté à la photo. Et un jour, tu comprendras aussi. Le jour du mariage s'est levé avec un ciel impeccablement bleu sur Paris, comme si la nature elle-même conspirait pour créer le décor parfait pour l'événement social de l'année et pour mon intervention. Je me suis réveillée à 6 heures, après une nuit agitée de rêves confus où Laure tantôt m'embrassait avec gratitude, tantôt me répudiait avec fureur. J'ai pris un long bain, laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. J'ai préparé un café fort et me suis assise à la table de la cuisine, observant l'horloge marquer inexorablement le passage du temps. À 9 heures, Camille est arrivée avec la maquilleuse et la costumière. Mon petit appartement s'est transformé en une loge improvisée, avec des lumières portatives, des miroirs et des vêtements soigneusement sélectionnés. Nous voulons que vous paraissiez élégante, mais pas ostentatoire, a expliqué la costumière en me montrant 3 options de robes. Quelque chose qui communique dignité et classe, sans donner l'impression que vous essayez de rivaliser avec le glamour de l'événement. Nous avons choisi une robe bleu marine, simple mais élégante, avec une petite broche en argent, un cadeau de Laure pour mon 60e anniversaire, ironiquement. Mes cheveux gris ont été arrangés en un chignon bas, et le maquillage appliqué avec subtilité, juste pour adoucir les cernes des nuits mal dormies. À 10 heures, comme prévu, la sonnette a retenti. C'était le chauffeur envoyé par Laure, un jeune homme élégant dans un costume impeccable. « Madame Dupont ? Je suis venu vous chercher pour le mariage. » J'ai entrouvert la porte, gardant l'intérieur de l'appartement hors de sa vue. J'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Pouvez-vous revenir dans une demi-heure ? Il a paru momentanément confus, mais a hoché la tête poliment. Certainement, madame. Je vous attendrai dans la voiture. Dès qu'il s'est éloigné, j'ai fermé la porte et me suis tourné vers Camille. Nous devons sortir par l'arrière. André nous attend-il déjà ? Elle a vérifié son téléphone. Oui, la camionnette est positionnée rue des Archives, à 2 pâtés de maison d'ici. Rapidement, nous avons mis les derniers détails en ordre. J'ai pris mon sac à main, où je gardais une vieille photo de leur enfant, mon talisman pour ce qui allait suivre. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je suis prête. Nous sommes sortis par l'arrière du bâtiment, utilisant un escalier de service rarement emprunté. Nous avons rapidement traversé les 2 pâtés de maison, gardant la tête baissée. La camionnette de TV Paris nous attendait, moteur en marche. Durant le trajet jusqu'au studio, j'ai observé Paris dans sa splendeur printanière. Les bords de Seine remplis de touristes, les cafés avec leurs tables sur les trottoirs, les Parisiens profitant de cette journée ensoleillée. Des vies normales, sans le drame que j'étais sur le point de créer. « Êtes-vous nerveuse ?» a demandé Camille, remarquant mon regard perdu dans le paysage. Étrangement, non. Je ressens plutôt de la détermination.
Comme lorsque vous savez qu'un patient a besoin d'un traitement douloureux, mais nécessaire. Au studio, j'ai été accueilli par André et une équipe de production anxieuse. L'atmosphère était celle d'une attente contenue, comme dans les coulisses d'une grande première théâtrale. Les techniciens couraient d'un côté à l'autre, ajustant les équipements, vérifiant les connexions, testant les microphones. Au centre de tout cela, un plateau simple avait été préparé, une chaise élégante contre un fond bleu ciel, discret mais digne. André, maintenant un homme d'âge mûr avec des cheveux grisonnants aux tempes, s'est approché avec une étreinte chaleureuse. « Marie, ça fait si longtemps. Vous êtes magnifique. » Menteur charmant comme toujours, ai-je répondu avec un sourire tendu. Heureusement que j'ai sauvé votre vie dans cette unité de soins intensifs. Il a ri, mais ses yeux sont restés sérieux. À ce propos, je veux que vous sachiez que ce n'est pas seulement un service personnel. Votre histoire touche à quelque chose d'important, quelque chose que la France a besoin d'entendre. Un assistant s'est approché, interrompant notre moment. Monsieur Moreau, nous avons obtenu l'accès à la diffusion des vents live. Nous pouvons pirater le signal au moment exact. André a acquiescé, satisfait. Excellent. Marie, revoyons le plan une dernière fois. Il m'a conduite dans une salle de réunion adjacente, où un moniteur montrait l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui commençait déjà à se remplir d'invités élégamment vêtus. La diffusion officielle commence à 14h. Laure devrait arriver à l'église vers 14h30. Nos informateurs confirment que le moment où le prêtre demandera si quelqu'un s'oppose à l'union est prévu pour 14h47, environ. Nous intercepterons le signal exactement à cet instant. Camille a ajusté mon microphone cravate, discrètement caché sous la broche en argent. Souvenez-vous, Marie, 3 minutes. Faites compter chaque seconde. Pendant que nous nous préparions, j'observais sur le moniteur les invités arrivant à l'église. J'ai reconnu des politiciens, des acteurs, des créateurs de mode célèbres, des visages que je ne voyais que dans les magazines et les journaux télévisés, maintenant réunis pour le mariage de ma fille. J'ai ressenti une pointe de tristesse en pensant que leur valorisait davantage la présence de ces illustres étrangers que la mienne. À 14h15, la tension dans le studio a augmenté. Un assistant est arrivé en courant. Le marié vient d'arriver. La mariée doit être en route. André m'a conduite sur le plateau. Je me suis assise sur la chaise, tandis que la maquilleuse faisait les dernières retouches. Une lumière douce a été ajustée pour éclairer mon visage sans créer d'ombre dure. Son, a demandé André. Parfait, a répondu le technicien après un test rapide. Connexion avec la diffusion? Sécurisée et prête. André s'est agenouillé à côté de moi, tenant mes mains. Marie, dans quelques minutes, vous serez en direct devant des milliers de personnes. Je sais que nous avons beaucoup répété, mais je veux que vous sachiez que vous pouvez parler avec votre cœur. La sincérité sera votre plus grande force. J'ai acquiescé, sentant un étrange calme m'envahir. C'était comme durant mes années d'infirmière, quand j'entrais dans une situation d'urgence, le temps semblait ralentir, l'esprit devenait clair, les mouvements précis. Sur le moniteur, la caméra a montré Jean-Philippe attendant à l'hôtel, élégant dans son smoking, ajustant nerveusement sa cravate toutes les quelques secondes. Ses parents étaient au premier rang: son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants et à la posture militaire, sa mère, une femme mince avec un collier de perles qui semblait peser sur son cou délicat. Et puis, à 14h28, un murmure a parcouru l'église. Les portes se sont ouvertes et, après les demoiselles d'honneur, elle est apparue. Mais alors, mon cœur s'est presque arrêté. Elle était resplendissante dans une robe Dior en pur soie, avec un voile artisanal qui devait coûter plus qu'une année de mon salaire quand je travaillais. Mais ce n'est pas la robe qui m'a ému, c'était son visage. À travers l'écran, même avec le maquillage impeccable et le sourire répété, j'ai pu voir un vide dans ses yeux, une tension dans son sourire. C'était le regard de quelqu'un qui jouait un rôle, qui ne vivait pas un moment de joie authentique. 2 minutes, a annoncé le directeur technique. La cérémonie a avancé avec la pompe attendue. La chorale a chanté,
les vœux ont été échangés, les alliances présentées. Et puis, le moment est arrivé. Si quelqu'un connaît un empêchement à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, a dit le prêtre, avec la solennité que la phrase rituelle exigeait. Maintenant, a crié André. Les lumières du studio se sont intensifiées. Sur le moniteur auxiliaire, j'ai vu la diffusion officielle être remplacée par mon image. Moi, Marie Dupont, j'étais soudain sur tous les appareils qui diffusaient le mariage, y compris les écrans géants installés dans l'église et dans la salle de réception où la fête aurait lieu plus tard. Le studio est tombé dans un silence sépulcral. C'était comme si le temps lui-même s'était figé. J'ai respiré profondément et j'ai regardé directement la caméra, imaginant que je regardais dans les yeux de ma fille. Bonjour, France. Je m'appelle Marie Dupont. Je suis infirmière à la retraite et la mère de la mariée que vous venez de voir. Mère qui a élevé Laure seule depuis l'âge de 5 ans, quand son père nous a abandonnés. Mère qui a travaillé à 2 emplois pour payer ses études à la Sorbonne. Mère qui a contribué avec ses économies de toute une vie à ce mariage. Ma voix était étonnamment calme, presque sereine. Et je suis aussi la mère qui a reçu ceci. J'ai montré la carte avec le lien de diffusion. Une invitation à regarder le mariage de ma fille unique par Internet, parce que, apparemment, je ne suis pas assez importante pour être présente. Sur le moniteur à côté, j'ai pu voir le chaos s'installer dans l'église. Laure les mains sur le visage, oscillant entre choc et mortification. Jean-Philippe paralysé, bouche bée. Les invités échangeant des regards confus, certains sortant déjà leur téléphone pour enregistrer ce moment historique. Je ne suis pas ici pour gâcher cette journée, ai-je continué. Je suis ici pour poser une question à la France et à ma fille. À quel moment avons-nous décidé que le statut social vaut plus que la famille? À quel moment avons-nous permis que les apparences deviennent plus importantes que l'amour véritable? Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais j'ai gardé ma contenance, ma voix ferme. Laure, ma fille, te souviens-tu quand tu avais 10 ans et que tu as eu une forte fièvre pendant 3 jours? Te rappelles-tu comment je n'ai pas quitté ton chevet une seule minute, même en devant aller travailler le lendemain sans avoir dormi? Te souviens-tu quand tu t'es cassé le bras à 14 ans et que j'ai vendu mon seul objet de valeur, la montre de ton grand-père, pour payer le spécialiste qui a garanti que tu n'aurais pas de séquelles? Sur le moniteur, j'ai vu Laure pleurer maintenant, son corps tremblant visiblement sous sa robe de mariée. Je ne mentionne pas cela pour exiger de la gratitude. L'amour d'une mère ne tient pas de comptabilité. Je le mentionne parce que ce sont ces moments qui définissent une famille, pas les dîners élégants, pas les connexions sociales, pas les photos parfaites pour les réseaux sociaux. J'ai fait une pause, permettant à mes paroles de résonner. Je ne demande pas une gratitude éternelle. Je demande simplement du respect. Le respect d'être reconnu comme ta mère, pas seulement quand tu as besoin d'argent pour ton mariage de rêve, mais aussi quand vient le moment de me présenter à ton nouveau monde. J'ai regardé directement la caméra, sentant que maintenant je ne parlais pas seulement à Laure, mais à toute une génération. À tous les enfants qui regardent, vos parents ne sont pas parfaits. Nous commettons des erreurs, nous avons nos défauts. Mais la plupart d'entre nous donneraient leur vie pour vous sans hésiter. Ne nous jetez pas quand nous ne sommes plus commodes. Ne nous transformez pas en lien Internet quand notre présence physique ne correspond pas à votre esthétique désirée. Mon temps touchait à sa fin. Je pouvais voir André faisant signe qu'il ne restait que 30 secondes. Laure, je t'aime encore plus que tout au monde. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas permettre que tu deviennes quelqu'un qui traite les gens comme des objets jetables. Quelqu'un qui confond luxe et valeur. J'ai respiré profondément pour mes dernières paroles. Je souhaite sincèrement que toi et Jean-Philippe soyez heureux. J'espère seulement que vous construirez ce bonheur sur des fondations véritables: respect, gratitude et compréhension, que les liens familiaux sont bien plus précieux que n'importe quelle liste d'invités VIP. La diffusion est revenue à l'église, où un silence assourdissant s'était installé. Laure était immobile, des larmes tachant son maquillage parfait. Jean-Philippe semblait perdu, regardant alternativement sa fiancée et le prêtre, qui ne savait manifestement pas comment procéder. Dans la salle de contrôle,
l'équipe a explosé en applaudissements contenus. « Vous avez été incroyable, Marie », s'est exclamée Camille, m'embrassant avec des larmes aux yeux. Mais je ne ressentais ni triomphe ni satisfaction, juste une fatigue profonde et une pointe de regret. Ce qui était fait était fait. J'avais jeté la pierre dans l'eau, maintenant je devais faire face aux vagues. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé à André, qui observait attentivement les moniteurs. Maintenant, nous attendons. La balle est dans leur camp. Nous sommes tous restés silencieux, observant la scène dans l'église. Les invités chuchotaient entre eux, certains semblant sincèrement émus, d'autres clairement scandalisés. Le prêtre essayait de reprendre le contrôle de la situation, mais son malaise était visible. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Jean-Philippe s'est approché de Laure et a doucement touché son bras. Ils ont parlé quelques instants, elle pleurant toujours, lui gesticulant avec intensité. Puis, à la surprise générale, il s'est tourné vers les invités et a pris le microphone. « Mesdames et messieurs, je vous demande un moment d'attention. » Le brouhaha a immédiatement cessé. Ce que nous venons de voir était... Il a hésité, cherchant les mots justes, un moment de vérité inhabituel dans nos vies sociales soigneusement orchestrées. La mère de ma fiancée, une femme que je n'ai jamais eu le privilège de connaître adéquatement, vient de nous rappeler ce qui compte vraiment. Il y a eu des murmures d'étonnement. Ce n'était pas ce que quiconque attendait. Je dois vous confesser quelque chose à tous. Quand Laure a suggéré que sa mère assiste à notre mariage par Internet, je ne l'ai pas découragée. En fait, préoccupée par la liste des invités, par les apparences, par ce que penseraient les personnes importantes, j'ai soutenu l'idée. C'était une terrible erreur, dont j'ai profondément honte. J'ai regardé le moniteur, n'en croyant pas mes oreilles. Jean-Philippe, l'héritier industriel que j'avais jugé superficiel et snob, assumait publiquement sa responsabilité. Alors, si vous me le permettez, a-t-il continué, j'aimerais faire une correction. Cette cérémonie est temporairement suspendue. Le choc était audible. Même le prêtre semblait stupéfait. Non, nous n'annulons pas le mariage, a rapidement clarifié Jean-Philippe. Nous le reportons simplement d'environ 1 heure. Le temps nécessaire pour que notre chauffeur aille chercher Madame Marie Dupont et l'amène à la place qui est la sienne de droit, au premier rang de ce mariage. Dans le studio, tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur battait si fort que j'ai craint qu'il ne soit audible par le microphone encore attaché à ma robe. Marie? André me regardait, la question silencieuse dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un message de Laure. « Maman, s'il te plaît. Viens. J'ai besoin de toi ici. » J'ai montré le message à André, qui a immédiatement compris la gravité du moment. « Conduisez-la à l'église, maintenant », a-t-il ordonné au chauffeur. « Et gardez les caméras qui tournent, cela vient de devenir encore plus grand que ce que nous avions imaginé. » Pendant que je me préparais à partir, Camille m'a aidé à retoucher le maquillage effacé par les larmes. « Êtes-vous prête pour le 2e acte, Marie ?» a-t-elle demandé avec un sourire encourageant. J'ai regardé la photo de leur enfant que j'avais apporté avec moi, maintenant posée sur la table près du plateau. « J'étais prête depuis 29 ans, ai-je répondu, glissant la photo dans mon sac et me dirigeant vers la porte, prête pour ce qui allait suivre. Le trajet du studio jusqu'à l'église de Saint-Germain-des-Prés m'a semblé durer une éternité. Paris défilait en flou par la fenêtre de la voiture, des gens marchant insouciamment dans les rues, ignorant le drame qui se déroulait dans ma vie. Le chauffeur avait reçu l'instruction d'utiliser la sirène pour se frayer un chemin dans la circulation parisienne, une concession spéciale qu'André avait obtenue grâce à ses contacts à la mairie. Arrivé dans 5 minutes, a informé le chauffeur, manœuvrant habilement dans le trafic. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Que allais-je trouver? De la colère? De l'humiliation? Une fille qui ne me regarderait plus jamais dans les yeux? Ou y aurait-il une chance, aussi infime soit-elle, de véritable réconciliation? Dans le rétroviseur,
J'ai vu la voiture de TV Paris nous suivre, sans doute avec Camille et une équipe prête à capturer ce qui allait se passer ensuite. Une partie de moi voulait demander de l'intimité pour ce moment, mais une autre partie comprenait la valeur symbolique que notre histoire avait acquise ces dernières heures. Quand nous sommes arrivés à l'église, j'ai immédiatement remarqué la foule qui s'était formée à l'extérieur. Pas seulement des invités, mais des passants ordinaires, des touristes, des Parisiens qui avaient assisté au drame sur leur téléphone portable et voulaient maintenant voir le dénouement en direct. Quelqu'un a reconnu la voiture et a pointé du doigt, déclenchant un brouhaha qui s'est rapidement propagé dans la foule. Elle est arrivée. La mère de la mariée est ici. Le chauffeur s'est arrêté directement devant les marches de l'église. Un agent de sécurité est venu ouvrir ma portière, me tendant la main pour m'aider à sortir. J'ai hésité un moment, sentant le poids des regards, le murmure croissant, les téléphones pointés dans ma direction. « Madame Dupont » a-t-il dit respectueusement, « ils vous attendent à l'intérieur. » J'ai marché lentement jusqu'à l'entrée, sentant mes jambes lourdes, comme si chaque pas exigeait un effort monumental. Les regards me suivaient, certains hostiles, d'autres curieusement solidaires, la plupart simplement fascinés par le spectacle humain qui se déroulait devant eux. Aux portes de l'église, j'ai été accueilli par un homme grand et distingué que j'ai reconnu sur les photos comme étant le père de Jean-Philippe. « Madame Dupont » a-t-il dit avec une formalité presque militaire, « je suis Bernard Mercier. Je vous prie de m'excuser pour le malentendu. Veuillez me suivre. » Son ton était poli, mais ses yeux révélaient un conflit interne, l'irritation d'un homme habitué à contrôler toutes les situations, maintenant forcé de s'adapter à des circonstances imprévues. Il m'a conduite par le couloir latéral de l'église, évitant l'entrée principale. Je pouvais entendre le brouhaha des invités, l'orchestre jouant doucement, la tension palpable dans l'air. Mon épouse et moi, a-t-il dit à voix basse pendant que nous marchions, venons d'une génération avec des valeurs différentes. Où l'image publique et les connexions sociales sont fondamentales. Peut-être avons-nous influencé notre fils plus que nous n'aurions dû. Je l'ai regardé, surprise par cet aveu inattendu. Monsieur Mercier, je ne suis pas venu ici pour juger vos valeurs ou créer des divisions dans la famille que ma fille est sur le point d'intégrer. Je suis venu simplement pour occuper la place qui est la mienne de droit, celle de mère de la mariée. Il a acquiescé gravement. Et c'est juste qu'il en soit ainsi. Quand nous sommes arrivés à une petite antichambre, il a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. Elle vous attend. Mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai vu Laure. Elle était assise seule, sa robe de mariée élaborée étalée autour d'elle comme une mer blanche de soie et de dentelle. Son voile avait été retiré, son maquillage retouché à la hâte, mais je pouvais encore voir les traces des larmes dans ses yeux gonflés. En me voyant, elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, d'une voix étranglée. « Pourquoi, maman? Pourquoi faire ça aujourd'hui, comme ça ?» Je me suis approché avec précaution, comme on s'approche d'un animal blessé. « Parce que j'étais en train de te perdre, Laure. Pas à cause de Jean-Philippe, mais à cause d'un monde où je n'avais pas ma place. Un monde où ta propre mère devient un inconvénient, une note de bas de page dans l'histoire de ta vie. » Je me suis assise à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « As-tu idée de ce que tu viens de faire ?» a-t-elle demandé, sa voix oscillant entre colère et vulnérabilité. Tout Paris a vu. Mes collègues, mes patrons, les amis de Jean-Philippe. Oui, ai-je répondu calmement. Tout Paris a vu une mère qui a refusé d'être invisible. Qui a refusé de faire semblant que ça ne faisait pas mal d'être exclue du jour le plus important de la vie de sa fille. Tu aurais pu me dire comment tu te sentais. Tu aurais pu m'appeler, insister. J'ai essayé, Laure. J'ai appelé plusieurs fois, envoyé des messages. Tu m'as donné des réponses évasives, des excuses génériques. Et chaque fois que j'essayais d'en parler, tu changeais de sujet ou disais que tu étais occupé. Elle a baissé les yeux, une admission silencieuse que j'avais raison. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle finalement murmuré. Au début, c'était juste une question d'espace. Puis Jean-Philippe a suggéré qu'il serait préférable que tu ne sois pas là parce que... Elle a hésité.
Parce que je ne cadrais pas avec les autres invités, ai-je complété. Une infirmière retraitée parmi des ministres et des célébrités. Elle a acquiescé, honteuse. Et j'ai laissé cela se produire. J'ai laissé qu'on me convainque que c'était mieux ainsi. Chaque jour, il devenait plus difficile de revenir en arrière. Un silence pesant s'est installé entre nous, rempli de vérités non dites et de blessures ouvertes. Tu sais ce qui est ironique, a-t-elle finalement continué. Quand je t'ai vu à l'écran, parlant de nos souvenirs ensemble, des sacrifices que tu as faits pour moi, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais été vraiment heureuse. Et ce n'était certainement pas en planifiant ce mariage avec des gens que je connais à peine, essayant d'impressionner des personnes qui, au fond, ne se soucient pas de moi. Ces paroles ont ouvert une petite brèche d'espoir dans mon cœur. Que veux-tu faire maintenant, Laure? La décision t'appartient. Elle a regardé la porte fermée, au-delà de laquelle des dizaines d'invités attendaient, puis de nouveau vers moi. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient maintenant clairs et déterminés. Je veux épouser Jean-Philippe, a-t-elle dit fermement. Je l'aime vraiment. Mais je veux me marier de la bonne façon. Avec les bonnes personnes. À ce moment, la porte s'est ouverte et Jean-Philippe est entré, semblant avoir entendu notre conversation. Vêtu de son élégant smoking, il paraissait plus humain maintenant, moins l'héritier distant et plus un jeune homme nerveux le jour de son mariage. Il s'est agenouillé devant Laure, prenant ses mains dans les siennes. « Sais-tu ce que j'ai pensé quand j'ai vu ta mère sur cet écran ?» a-t-il demandé doucement. J'ai pensé, c'est ainsi que je veux que mon épouse m'aime dans 30 ans avec cette même intensité, ce même courage, cette même honnêteté brutale quand c'est nécessaire. Et j'ai réalisé que j'avais commis une terrible erreur en suggérant qu'elle ne devrait pas être ici. Il s'est tourné vers moi, tendant la main. Madame Dupont, je vous présente mes sincères excuses pour la souffrance que j'ai causée. Permettez-moi de réparer cela aujourd'hui même. J'ai hésité un moment, évaluant sa sincérité. Puis j'ai accepté sa main tendue. Vous pouvez m'appeler Marie. Après tout, dans quelques minutes, nous serons de la même famille. Le sourire qui a illuminé son visage semblait sincère, libéré de la sophistication étudiée que j'avais vue sur ses photos. Marie, a-t-il répété, comme s'il testait le son. Voudriez-vous nous donner une seconde chance? Permettre que nous fassions de ce jour ce qu'il aurait toujours dû être? J'ai regardé ma fille, qui observait notre échange avec des larmes silencieuses coulant sur son visage. Qu'avez-vous en tête? Ce qui s'est passé ensuite a semblé surréaliste. Jean-Philippe s'est levé et a ouvert la porte, s'adressant aux invités qui attendaient anxieusement dans le salon adjacent à la nef principale de l'église. Mesdames et messieurs, il y a eu un changement de plan. Le mariage continuera, mais pas avant que nous fassions quelques ajustements importants. Il a fait un signe, et un assistant a apporté une chaise ornée, la plaçant au premier rang, tout près de l'autel. Voici la place d'honneur pour Madame Marie Dupont, mère de la mariée et, à partir d'aujourd'hui, ma seconde mère. Un murmure a parcouru l'assemblée, mais, à ma surprise, beaucoup d'invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Une dame âgée, que j'ai découvert plus tard être la grand-mère de Jean-Philippe, a été la première à applaudir. J'ai toujours dit que ce mariage manquait de quelque chose, a-t-elle déclaré assez fort pour que plusieurs l'entendent. Maintenant je comprends quoi. Laure s'est levée, a ajusté sa robe et a pris ma main. Maman, me conduirais-tu jusqu'à l'hôtel? Comme cela aurait dû être depuis le début? Les larmes que j'ai versées à ce moment-là n'étaient plus de douleur, mais d'un bonheur que je ne croyais plus possible. Tandis que nous nous préparions à rentrer dans l'église, Laure a murmuré. Merci de ne pas avoir renoncé à moi, même quand j'avais presque renoncé à nous. La cérémonie qui a suivi était différente de celle initialement prévue. Plus simple à certains égards, plus profonde à d'autres. Quand j'ai conduit ma fille dans l'allée centrale, j'ai senti les regards sur nous non plus réprobateurs, mais émus. L'histoire s'était déjà répandue au-delà des murs de l'église, et, à ce moment-là, nous n'étions pas seulement mère et fille, mais un symbole de quelque chose que beaucoup avaient oublié dans leur vie frénétique et superficielle. En arrivant à l'hôtel, Laure a demandé un moment, à la surprise de tous,
a pris le microphone des mains du prêtre. Avant de poursuivre, je voudrais faire une déclaration. Aujourd'hui, j'ai failli commettre l'erreur de construire mon bonheur sur une fondation fausse. J'ai presque sacrifié l'amour le plus pur et inconditionnel que j'ai jamais reçu au nom des apparences et du statut. Ma mère a eu le courage de me montrer cela de la manière la plus dramatique possible et je lui en suis éternellement reconnaissante. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une sincérité que je n'avais pas vue depuis des années. Maman, tu m'as enseigné aujourd'hui la leçon la plus importante de ma vie, que le véritable luxe ne réside pas dans les choses que nous possédons ou les personnes influentes que nous connaissons, mais dans les liens authentiques que nous construisons et préservons. Je promets de ne jamais l'oublier. Le mariage s'est poursuivi, plus émouvant et vrai que n'importe quel événement social ne pourrait l'être. Quand Laure et Jean-Philippe ont été déclarés mari et femme, les applaudissements qui ont suivi semblaient célébrer non seulement leur union, mais une sorte d'éveil collectif. Au dîner qui a suivi, dans l'un des hôtels les plus luxueux de Paris, j'ai été placée à la table principale, entre Laure et la grand-mère de Jean-Philippe, une femme étonnamment directe pour quelqu'un de sa position sociale. J'ai tout regardé à la télévision, m'a-t-elle confié pendant que les serveurs versaient le champagne. J'étais dans mon appartement, me préparant à venir. Quand j'ai vu votre visage à l'écran, j'ai failli renverser ma coupe. Mais ensuite, quand j'ai entendu vos paroles, eh bien, je dois dire que vous avez fait ce que beaucoup d'entre nous auraient aimé faire en diverses occasions. Dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai souri, touché par sa sincérité. Ce n'est pas toujours le choix le plus facile. Mais c'est souvent le bon choix, a-t-elle répondu, levant sa coupe dans un toast silencieux. Dans les jours qui ont suivi, notre histoire a dominé les manchettes parisiennes. La mère de la mariée qui a conquis la France, une leçon d'amour en plein hôtel, le mariage qui a commencé 2 fois. J'ai reçu des centaines de messages de mères et de pères qui se sont identifiés à ma situation, d'enfants qui ont promis d'appeler leurs parents ce soir-là. Un mois plus tard, quand Laure et Jean-Philippe sont revenus de leur lune de miel en Polynésie française, ils m'ont invité à dîner dans leur nouvel appartement avec vue sur le jardin du Luxembourg. C'était un endroit magnifique, décoré avec une élégance discrète, mais j'ai remarqué avec plaisir qu'au milieu de pièces de design coûteuses, il y avait les photographies de famille que j'avais gardées pendant tant d'années leur enfant, nous deux au parc, des moments simples qui occupaient maintenant une place de choix dans sa nouvelle vie. Pendant le dessert, ma fille a posé une petite boîte devant moi. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, intriguée. « Ouvre » a-t-elle souri. À l'intérieur, j'ai trouvé une clé. « C'est pour la chambre d'amis » a expliqué Jean-Philippe. « Qui est, en réalité, ta chambre permanente ici. Nous voulons que tu fasses partie de notre vie quotidienne, Marie. De nos décisions, de nos joies et de nos peines. » Laure a pris ma main. « Et il y a autre chose dont nous voulons que tu fasses partie. » Elle a placé ma main sur son ventre encore plat. « Grand-mère. » L'émotion qui m'a envahie à ce moment-là était indescriptible. Pas seulement pour la nouvelle du petit enfant à venir, mais pour la compréhension que mon acte désespéré avait porté des fruits au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer. Non seulement j'avais retrouvé ma fille, mais j'avais gagné un fils, bientôt, un petit enfant. Plus important encore, j'avais peut-être aidé d'autres familles à ne pas en arriver au point où nous en étions arrivés. Je ne veux pas que tu penses que nous faisons cela par culpabilité ou obligation, a ajouté Laure, lisant l'hésitation dans mes yeux. Nous le faisons parce que nous avons réalisé le vide que nous avons créé en t'éloignant de nos vies. Et parce que nous t'aimons. C'est aussi simple que cela. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement sous le ciel étoilé de Paris, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire des dernières semaines. Cela avait commencé par la douleur et le rejet, avec un email froid qui avait brisé mon cœur. Et maintenant, me voilà, sur le point de devenir grand-mère, reconnectée avec ma fille d'une façon que je n'osais pas espérer il y a à peine un mois. Parfois, il faut du courage pour briser quelque chose qui va dans la mauvaise direction. Il faut de l'amour pour risquer de tout perdre dans l'espoir de gagner quelque chose de vrai. Et, par-dessus tout, il faut la sagesse de reconnaître quand une relation a besoin non pas de paroles gentilles et de compromis polis, mais d'un séisme émotionnel qui ébranle ses propres fondations. Le lendemain,
j'ai reçu un appel d'André. L'impact de notre histoire avait dépassé toutes les attentes. Nous étions le sujet le plus commenté dans toute la France, avec des débats sur la famille, les valeurs et la société moderne se déroulant sur toutes les chaînes. « Marie, vous êtes devenue un symbole », a-t-il dit, contenant à peine son enthousiasme. Nous recevons des invitations pour que vous donniez des interviews, participiez à des débats, et même des propositions de livres. André, je n'ai pas fait cela pour devenir célèbre, ai-je répondu, mal à l'aise avec cette idée. Je sais, Marie. Mais votre histoire a touché un nerf exposé dans notre société. Les gens ont faim d'authenticité, de connexion véritable dans un monde de plus en plus superficiel et numérique. Vous pourriez aider de nombreuses familles par votre exemple. Après quelques hésitations, j'ai accepté de donner quelques interviews sélectionnées. Non par vanité ou désir de célébrité, mais parce que je croyais que notre histoire pourrait, en effet, faire une différence dans la vie d'autres personnes. Dans l'une de ces interviews, pour une importante émission matinale, la présentatrice m'a demandé si je regrettais la manière dramatique dont j'avais agi. Je regrette d'en être arrivé à ce point, ai-je répondu honnêtement. Je regrette de ne pas avoir remarqué plus tôt les signes que je perdais ma fille au profit d'un monde d'apparence. Mais je ne regrette pas de m'être battu pour elle, même de façon aussi publique. Parfois, un cri d'amour doit être assez fort pour traverser les murs que nous construisons autour de nous. Les semaines se sont transformées en mois. Laure et Jean-Philippe m'incluaient dans leur projet avec un naturel qui guérissait d'anciennes blessures. Les dîners du dimanche sont devenus une tradition. J'ai accompagné Laure aux consultations prénatales, nous avons choisi ensemble la layette du bébé, j'ai redécoré la chambre qui serait celle de mon petit-fils. Et quelque chose d'inattendu s'est produit, Jean-Philippe et moi avons développé une relation de respect mutuel qui s'est progressivement transformée en une véritable affection. J'ai découvert en lui non pas le snob superficiel que j'avais imaginé, mais un jeune homme intelligent et sensible qui, tout comme Laure, s'était laissé piéger par les apparences et le statut. Vous savez, Marie, m'a-t-il confié lors d'un dîner, alors que Laure se reposait, déjà au 8e mois de grossesse, ce jour-là à l'église, quand vous êtes apparu à l'écran, c'était comme si quelqu'un avait déchiré un rideau dont j'ignorais même la présence devant mes yeux. J'ai vu clairement ce que nous faisions, le vide que nous construisions autour de nous. Parfois, nous avons besoin d'un choc pour voir l'évidence, ai-je répondu, serrant sa main avec affection. Quand mon petit-fils est né, par une aube pluvieuse de novembre, j'ai été la première personne que Laure a demandé à voir après l'accouchement. Je suis entrée dans la chambre de l'hôpital exclusif où elle reposait, épuisée mais radieuse. « Maman » a-t-elle murmuré, tenant un petit paquet dans ses bras, « voici ton petit-fils, Bernard-Marie Mercier-Dupont. » Quand j'ai pris ce petit être dans mes bras, sentant sa chaleur, son poids, sa vie pulsante, j'ai pleuré sans honte. Bernard, en hommage au père de Jean-Philippe. Marie, en hommage à moi. Mercier-Dupont, unissant nos familles, nos passés, nos futurs. Il a vos yeux, a dit Jean-Philippe, à mes côtés. Les mêmes yeux que j'ai vus sur cet écran, pleins d'amour et de détermination. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour. La vie a trouvé son rythme, différent de ce que j'aurais pu imaginer, mais profondément satisfaisant. Mon appartement dans le Marais reste mon foyer principal, mais je passe au moins 3 jours par semaine dans l'appartement de Laure et Jean-Philippe, maintenant plus spacieux pour accueillir non seulement Bernard, mais aussi la petite Isabelle, arrivée 18 mois après son frère. Notre histoire est devenue une sorte de légende urbaine parisienne, racontée et réinterprétée de diverses façons. Il y a même eu une pièce de théâtre basée sur notre expérience, où une actrice consacrée a interprété mon rôle avec une intensité qui m'a fait rougir d'embarras. Mais la véritable transformation s'est produite dans les petites choses du quotidien. Dans la façon dont Laure parle maintenant ouvertement de notre histoire, sans honte ni gêne. Dans la manière dont Jean-Philippe insiste pour me présenter comme « ma mère » et non pas simplement « la mère de Laure » lors d'événements sociaux. Dans le naturel avec lequel je fréquente des environnements qui me paraissaient autrefois intimidants. Lors d'une récente soirée de gala, où j'ai accompagné Laure et Jean-Philippe, j'ai rencontré sa mère, Hélène Mercier, une femme qui avait initialement maintenu une distance polie avec moi.
Vous savez, m'a-t-elle dit dans un moment de franchise inattendue, au début, je vous voyais comme une intruse. Quelqu'un qui avait perturbé notre monde soigneusement organisé. Et maintenant, ai-je demandé, sans ressentiment. Maintenant, je vous vois comme quelqu'un qui a eu le courage que je n'ai jamais eu. De dire la vérité, même quand c'est inconfortable. De faire passer l'amour avant les apparences. Elle a hésité, regardant Bernard qui courait parmi les invités, charmant tout le monde avec son sourire. Et pour cela, je vous suis éternellement reconnaissante. Vous n'avez pas seulement sauvé votre relation avec Laure, vous avez aidé à sauver notre famille aussi. Ce matin, je me suis réveillée au son du téléphone. C'était Bernard, mon petit-fils de 3 ans, faisant son appel matinal rituel. « Mamie Marie. Tu viens aujourd'hui ? Papa va faire des crêpes. » « Bien sûr, mon amour. » Mamie ne manquerait jamais les crêpes de papa. En raccrochant, j'ai regardé la photographie sur ma table de chevet, une nouvelle, prise au baptême d'Isabelle. Nous y sommes tous réunis, Laure et Jean-Philippe, les 2 bébés, ses parents, moi, quelques amis proches. Une famille élargie, imparfaite, mais authentique. Et j'ai pensé à quel point le chemin que la vie nous fait prendre est étrange. Comment un moment de profonde douleur peut être la graine d'un bonheur que nous n'aurions jamais imaginé possible. Comment parfois nous devons tout risquer pour récupérer ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, quand je vois mon petit-fils courir dans la maison en appelant « Mamie Marie », je sais que cela en valait la peine. Chaque larme, chaque moment d'incertitude, chaque risque. Parce que parfois, l'amour a besoin d'un geste dramatique pour rappeler à tous ce qui compte vraiment. Et s'il y a une chose que j'ai apprise cet après-midi-là à Paris, c'est qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour reconquérir ce qui est véritablement vôtre. Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas seulement la mienne. Combien d'entre vous ont été mis de côté par leurs enfants? Sentez-vous cette douleur silencieuse quand votre place à table se transforme en appel vidéo occasionnel? J'ai osé dire non à l'invisibilité. Et vous? Partagez votre expérience dans les commentaires, vous n'êtes pas seul. Si mon courage a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires qui donnent une voix à notre génération. Nous méritons d'être vus, entendus, respectés. Ensemble, rappelons à nos enfants que l'amour n'est pas un luxe qu'on peut mettre de côté.